Voilà, donc je vais vous parler du suivi à long terme des ancrages pour les rocades toulousaines, qui sont pour partie en tranchée. Donc une phase, la géologie, la géotechnique, pour vous dire dans quoi sont réalisés ces ancrages. Les recommandations TA95 et comment on les a fait, on les a interprétées pour faire ces pesages, la pratique que l'on en a, des exemples, et puis comment maintenant ça doit être fait avec les nouveaux documents du TA 2020. Donc le périphérique toulousain, ou rocade toulousaine et ses appendices ont été complétés dans les 30 dernières années. Donc les derniers morceaux sont relativement récents, avec des maîtres d'ouvrage différents, l'État, le département de la Haute-Garonne, la ville de Toulouse et ASF Vinci. Donc Toulouse est sans doute une des rares villes où on paye le périphérique. Donc, et maintenant, c'est l'État, Toulouse Métropole et ASF Vinci. Donc une partie significative est en tranchée, je vous l'ai dit, et on notera aussi un ouvrage appartenant à VNF, c'est le pont-canal qui permet de passer les rocades passent sous le canal du Midi. Alors la géotechnique dans le bassin aquitain, on a un substratum molassique de 2 ou 3 000 mètres d'épaisseur qui est couvert par des limons argileux en surface et après des graves sableuses, donc qui vont de 3 à 3,50 m, on va dire, sur le graphique que vous avez devant vous, à une dizaine de mètres, avec des pressions limites dans cette formation molassique qui sont toujours supérieures à 5 MPa et des modules qui vont de 30 à plus de 100 MPa quand on est induré. Donc à droite, vous avez un diagramme triangulaire avec comme pôle des éléments détritiques, à gauche, de l'argile 100% à droite et en haut des carbonates. Et vous voyez que la formation molassique, c'est des marnes, c'est des argiles un peu cimentées. Enfin, c'est un élément qui peut aller de dur, de raide, à dur, à quasiment rocheux. Mais avec aussi, comme c'est une formation détritique, éventuellement des poches de sable. Donc, ce qui amène à être un peu plus prudent. Donc là, vous avez un diagramme spectral. Donc vous avez... Bon, vous avez à droite la poche verticale qui correspond aux molasses. À gauche, l'autre poche qui correspond aux graves sableuses, et puis un petit peu plus bas, les sables. Alors, traditionnellement, les pressions limites sont de plus de 5 MPa, et traditionnellement, on utilise un couple, on limite la pression limite à 3,5 MPa dans les calculs, et à un frottement longitudinal QS de 100 à 120 MPa. KPA. Oui, je fais beaucoup de rochers, donc des fois je fais... Donc c'est KPA, excusez-moi, je le corrigerai. Et les modules pressiométriques, eux, vont de 25 MPa jusqu'à largement plus de 100. Donc, si on revient un peu sur les recommandations TA95, le contrôle de l'attraction des tirants permanents est obligatoire. Et il est nécessaire de prévoir un dispositif de contrôle statistique, c'est-à-dire de sélectionner un certain nombre d'éléments. Le premier contrôle est à la charge de l'entreprise. Les contrôles ultérieurs sont à la charge du maître de l'ouvrage. Le contrôle est d'abord trimestriel, ça a été évoqué un peu tout à l'heure, et donc pendant un an. Et ensuite, on a des contrôles statistiques de façon annuelle. Un certain nombre de tirants d'ouvrage ancrés doivent être équipés d'un appareil de contrôle. Et chaque tirant ainsi équipé doit être en outre équipé d'un appareil permettant la mesure directe de l'attraction. C'est ce qui vous a été présenté par EDF tout à l'heure. Et à chaque tirant équipé d'appareil de contrôle sont associés 2 tirants. Donc normalement, on travaille par triplet. Donc c'est ce qui est proposé. Et dans chaque catégorie, donc après, il est donné des tables qui sont sensiblement identique, enfin c'est plus détaillé dans le TA 2020, mais ça arrive à peu près au même résultat de nombre de tirants qui doivent être instrumentés. Et les appareils de contrôle doivent être fiables, simples, précision plus ou moins 10%. Et à titre indicatif, une variation de 20% de l'attraction d'un tirant dans une structure mérite d'attirer l'attention. C'est les termes exacts du TA 95. Alors, bon, quand on prend ces différents éléments-là, et que l'on est sur des ouvrages non
spécifiques, c'est-à-dire des grands barrages, des structures sur lesquelles on a un suivi bien organisé, on se rend compte qu'on va arriver sur un certain nombre d'ouvrages avec des cellules qui n'ont pas été vues depuis 5 ans, 10 ans, qui sont complètement rouillées, des dispositifs complètement inexploitables et pas de suivi du tout. Donc ça a conduit à notre prise de position. Quel dispositif fiable peut rester en place pour 100 ans, donc la durée de vie normalement des grands ouvrages? Quel étalonnage? Tous les tirants sont... Donc, en résumé, tous nos tirants sont équipés d'une tête filetée, c'est-à-dire que tous les tirants des projets qu'on a suivis peuvent être pesés. Alors, EDF vous a montré que quel étalonnage, le problème pouvait être un faux problème si on avait des dispositifs qui étaient entretenus et qu'en parallèle, on venait faire des pesages sur les dispositifs enregistrés, enfin suivis. Bon, et tous les tirants sont inspectés et contrôlés. Alors, il a été dit 10% tous les ans, c'est le TA 95 à peu près. Donc, nous, on a dit à 1 an. Donc ça, c'est obligatoire et c'est normalement à la charge de l'entreprise, à 2 ans, à 5 ans, et après, on passe sur une périodicité de 10 ans. Mais par contre, tous les tirants sont pesés. Donc c'est notre politique actuelle. Par contre, si de l'eau circule dans une tête de tirant, enfin si une inspection standard visuel nous montre des défauts, bon, là, on peut effectivement avoir une approche différente et revenir pour tester ces éléments-là. Alors, nécessité d'un dispositif automatisé de contrôle, fin de l'essai ordonné manuellement ou automatiquement à l'issue de la rupture de pente. Donc, quand je dis manuellement, on a la rupture de pente, on arrête l'essai, ou en fonction des caractéristiques que l'on a données pour le tirant, c'est l'informatique le programme qui interrompt l'essai. Valeur dérivée la valeur dérivée que l'on obtient, elle est dérivée en prenant l'intersection des pentes montée-descente. Donc on verra, et ça vous l'avez déjà vu dans la première présentation de l'après-midi, que maintenant on va faire un peu différemment. Viser des températures et des niveaux de nappe voisins. Donc température, niveau de nappe. Donc ça a été évoqué, mais c'est 2 éléments importants puisque ça peut faire varier sensiblement les contraintes dans la paroi moulaire, enfin dans la structure que l'on est en train de mesurer. Et un procès verbal imprimé sur site, donc qui nous permet de voir. Alors voilà typiquement un procès verbal ce que l'on a. Donc, vous avez les informations sur le tirant, longueur libre, longueur de scellement, inclinaison du tirant, section de l'armature, tension de blocage, tension de service calculée. Et vous avez un essai. Donc, vous vissez votre vérin sur la tête filetée du tirant. Et vous montez avec une force de... Nous, c'est 2 kN par seconde. Mais bon, la norme maintenant, enfin le TA 95 2020 propose de 2 à 5. Bon, pas de problème particulier à ce niveau-là. Et vous arrêtez quand vous avez eu la rupture. Alors, des essais comme ça, j'en ai des dizaines. Donc, normalement, ça se passe bien, on a ça. Des fois, on en... Donc, quels sont les éléments que l'on obtient ? L'attraction de service mesurée, alors qui est pour nous l'intersection des 2 tangentes, la tangente à la première partie et la tangente après le décollement. Et après, que vous voyez tout en bas à droite, les pentes maximum, donc en kilonewtons par millimètre, donc en gros des rigidités, dans la partie 1 et dans la partie 2 de la courbe. Donc là, vous avez un essai qui est un petit peu moins beau. Bon, quand on dit qu'il est un peu moins beau, vous avez un départ qui est moins net. Bon, ça veut simplement dire qu'on a mal vissé le vérin au départ, qu'on a eu un petit peu plus de... Mais bon, on a rarement... Bon, soit on a un tirant qui est mort, et à ce moment-là, on a une courbe baroque, soit on a la courbe précédente ou cette courbe-là. Le matériel, donc là c'est un exemple, donc un capteur de déplacement. Le capteur de déplacement est étalonné, rattaché aux étalons nationaux. Donc un vérin, donc là vous avez un vérin plat pour des tirants de relativement faible ampleur et toute une centrale hydraulique
qui nous fournit la pression et qui est piloté par un ordinateur. Alors à votre gauche, là c'est gentil et c'est mignon, vous avez une réhausse et puis une partie vissée, donc vous avez des éléments qui sont beaucoup plus lourds pour certains tirants et certaines conditions d'intervention, c'est-à-dire il est important de faire avec le concepteur, l'architecte, un design intelligent pour pouvoir accéder à ces tirants-là. Et les têtes de tirants sont des fois dans des conduisent des fois à des conditions d'intervention difficiles. Donc là, vous avez, correspondant aux deux essais que je vous ai montrés, les résultats 1995, 2010, 2019. Et vous voyez que vous n'avez à peu près pas d'évolution. Alors vous allez avoir des tableaux un peu plus nets. Bon, vous avez un tirant au centre qui a effectivement eu un coup de chaud, on va dire. Par contre, comme on a l'ensemble des tirants qui sont mesurés, donc lui et ses voisins, bon, on peut voir s'il y a eu des re-répartitions des charges, s'il y a eu des... Enfin, on a, en testant l'ensemble des tirants, une compréhension assez sympathique des fonctionnements. Alors, sur des grands linéaires de parois moulées, globalement, on a ce que l'on voit ici, c'est-à-dire des choses relativement très homogènes, et les problèmes viennent surtout au niveau des ouvrages et au niveau des murs en retour d'ouvrage. Donc là, on a des tirants qui sont en éventail, qui travaillent plus ou moins bien, et pour lesquels on a des valeurs mesurées qui sont souvent très inférieures ou tout au moins très différentes de ce qui avait été prévu par le calcul. Mais sinon, sur des linéaires de parois, on a en général peu de difficultés. Alors là, vous avez sur le tableau du bas la longueur libre, longueur scellée, section de l'armature, inclinaison, tension de service calculée, tension de service 2010, 2019, 2020. Donc vous voyez que les écarts entre 2010 et 2019, donc nos deux dernières à 10 ans, on va dire, sont relativement très faibles. Le tableau du dessus, c'est une variation 1995-2019. Bon, vous avez vu les courbes, ça vous donne les valeurs chiffrées. Ce n'est pas fondamentalement différent. Alors, les recommandations TA 2020. L'attraction des tirants dont la durée de vie est supérieure à 2 ans doit être contrôlée périodiquement durant toute la durée de vie de l'ouvrage. Alors j'ai coupé des éléments de l'ouvrage. Le premier contrôle de l'attraction des tirants effectué dans la continuité de l'essai de réception du tirant est à la charge de l'entreprise. Donc auparavant, on avait un contrôle trimestriel pendant la première année. Et donc une première année avec des contrôles trimestriels qui étaient à la charge de l'entreprise. Maintenant, on passe à la mise en tension, un contrôle au bout d'un an, et après, l'opération revient au maître d'ouvrage. Après, un certain nombre de tirants d'ouvrage ancrés doivent être équipés d'un appareil permettant de contrôler périodiquement l'attraction. Donc, pas vraiment de... Et la tête d'un tirant équipé doit être également compatible avec une mesure directe. Donc, possibilité d'avoir des têtes filetées et de contrôler la validité des données qui sont fournies par un capteur à pression, enfin les différentes cellules qui vous ont été montrées tout à l'heure. Et chaque tirant équipé d'un appareil de contrôle doit être associé à au moins 2 tirants témoins. Donc, par rapport à la procédure que l'on vous a montrée pour le suivi complet d'un ouvrage, globalement, nous on dit il n'y a pas trop de modifications. Cependant, maintenant, on a une procédure de pesage. Donc, la procédure de pesage, je ne vais pas la discuter. Globalement, vous avez la montée, la rupture de pente, et on nous demande d'enregistrer la descente afin de pouvoir tenir compte des frottements dans le vérin, enfin de tenir compte d'un certain nombre d'éléments parasites. Alors, c'est très bien. Bon, non, nous, on l'a programmé, on va le faire dans notre prochaine campagne. Cependant, moi, j'insisterai sur le fait que, maintenant, c'est ce qu'il faut faire, il n'y a pas de doute, mais il est tout... Enfin,
ce qui est intéressant, c'est de comparer d'une année sur l'autre ou d'une partie sur l'autre. Donc, nous, on avait une procédure qui était homogène, bon, qui nous donnait des éléments. On va avoir une force un peu plus faible. Bon, ce qui compte, c'est pas tant la valeur numérique, c'est d'avoir sa stabilisation et de la comparer aussi globalement à ce qui avait été prévu par le calcul. Mais ça, c'est plus pour progresser dans nos dimensionnements. Alors, moi, la remarque complémentaire en mode manuel au XXe siècle. Donc, il est demandé dans le TA 2020 6 points de mesure à la montée, le décollement, 4 points de mesure ensuite et 3 points de mesure à la descente. Bon, je pense qu'aujourd'hui, ça ne coûte pas beaucoup plus cher d'avoir l'ensemble de ces éléments-là faits de façon automatique et enregistrée. Et ça nous donne aussi beaucoup plus de sécurité quand on a des montées en pression qui sont complètement pilotées, qui sont à une force, une vitesse en force correcte. Et pareil pour la descente. Voilà, c'est globalement ce que j'avais à vous dire. Alors là, vous avez un vérin un peu plus gros et puis de nuit, un contrôle.